finalement monopolise une grande partie, on peut dire la quasi-totalité du jeu économique. C'est-à-dire que le jeu ne se fait pas tellement, comme on pourrait le croire à travers les statistiques, entre des pays, hein, il se fait entre des grandes aires urbaines. Et ces grandes aires urbaines, elles pèsent extrêmement lourd. Un chiffre, par exemple, assez spectaculaire, c'est que vous prenez l'agglomération de Tokyo, on considère qu'aujourd'hui c'est la première plus grande agglomération du monde. La plaine urbanisée, là, autour de Tokyo. Certains iraient même jusqu'à dire, quand vous allez de Tokyo à Osaka, c'est une urbanisation aussi continue, mais même en prenant juste l'agglomération de Tokyo, en poids économique, elle pèse 3 fois plus que l'ensemble du Brésil. Vous voyez, donc ça fait réfléchir. Et le Brésil, en gros, la moitié du poids économique du Brésil est concentré autour de la ville de São Paulo. Et donc ça, c'est quand même... c'est pas totalement nouveau en ce sens que les historiens, justement ceux qui ont travaillé sur la divergence Chine-Europe, vous expliquent que les liens, en fait, ils n'étaient pas entre la Chine, l'Empire chinois et l'Europe, mais entre certaines régions, le delta du Yangtze, par exemple, et puis le delta combiné, le delta du Rhin et puis la Tamise, en fait, vous savez, cette zone, disons, de la mer du Nord, vous avez d'un côté Londres et puis de l'autre côté les Pays-Bas, hein, qui a été aussi une zone extrêmement importante. Bon. Si on raisonne en géographe et plus simplement avec la grille des structures politiques, il ne faut pas oublier que les frontières des nations, des pays, c'est quelque chose de très récent, que la notion d'État-nation, telle qu'on connaît en France, ça existe depuis vraiment des siècles, c'est quand même exceptionnel dans le monde. Hein. Des pays ont des structures beaucoup plus lâches et beaucoup plus changeantes. Et donc aujourd'hui, ce qui organise vraiment le monde, si on regarde où sont les flux, vraiment, hein, ils ne sont pas tellement de pays à pays. Vous savez, l'intérieur de la Chine participe à ça relativement peu à tout ce dont on a parlé. C'est essentiellement les grandes villes de la côte, puis quelques très grandes villes à l'intérieur. Donc on a cette image du monde. Alors bon, ces chiffres-là, ils valent ce qu'ils valent. Ils sont faits, ceux-là, ils sont calculés à partir de, vous direz comment on calcule ça, les gens regardent, on a des photos satellites nocturnes, hein, donc on voit ce qui est éclairé, c'est d'ailleurs fascinant de voir la planète de nuit. On voit ce qui est éclairé la nuit et on peut faire une corrélation, hein, entre le niveau de production et puis le niveau d'éclairage. On teste ça, on fait des calculs et puis ça permet d'arriver. Bon, on ne va pas pinailler encore sur les chiffres. Mais en gros, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire, vous avez les grandes régions urbaines du monde. Alors, c'est quoi ces grandes régions urbaines? C'est par exemple l'ensemble Tokyo, Yokohama, Osaka. Vous voyez, toute cette zone urbanisée qui doit faire à peu près 100 millions d'habitants, enfin l'essentiel de la population du Japon. C'est Boston-New York, le corridor Est, c'est la Silicon Valley. Alors en France, c'est plutôt Paris, mais Paris aujourd'hui, avec le Grand Paris, moi je défends une thèse, notamment dans le petit bouquin qu'on vous a présenté, c'est de dire qu'au fond, aujourd'hui, la France vue de l'étranger, c'est une seule grande ville, quoi. Avec Nantes, toutes ces villes où vous allez en 2 heures de TGV, de Shanghai, vous savez, ils ne font pas la différence. C'est la banlieue de Paris, on va plus vite du centre de Paris au centre de Lyon que du 1er au 3e périphérique à Pékin. Hein. C'est toujours embouteillé, donc pour eux, 2 heures de TGV, c'est le RER. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est grand. À la louche, c'est la moitié de la production mondiale qui est concentrée là. Et puis c'est la production de sciences, de technologies, de choses avancées, c'est quasiment la quasi-totalité, quoi. Alors vous avez des pays qui illustrent ça de manière absolument spectaculaire et d'ailleurs dramatique. Vous prenez la Russie par exemple. Hein. La Russie qui a connu un espèce de collapse démographique assez dramatique. C'est un des pays où la population régresse, où l'espérance de vie diminue, etc. pour un tas de raisons, la pauvreté, l'alcoolisme, etc. Eh bien, pratiquement aujourd'hui, vous avez Moscou, peut-être Saint-Pétersbourg, et puis le reste, quoi. Voilà, et le reste, à l'abandon. Voilà. Et donc ça, c'est un schéma que certains ont d'ailleurs théorisé pour dire, au fond, c'est pas plus mal comme ça, parce que à quoi servent aujourd'hui les arrière-pays, hein. Et, quand Paris s'est construit,
Paris avait besoin du Limousin pour manger de la viande de bœuf, besoin des maçons creusois pour venir construire, avait besoin des bois qui venaient par le Lyon et la Seine des Morvan pour les poutres pour construire les maisons. Enfin, vous voyez, les centres avaient besoin des périphéries. La France était un peu la périphérie de Paris qui nourrissait Paris. C'est très structurant, si vous prenez d'ailleurs même encore aujourd'hui la géographie de l'Île-de-France, vous avez énormément de lieux qui font référence à la viande, ça a l'avantage de se déplacer tout seul, quoi, sur ses pattes, donc les bœufs qu'on amenait en longue procession, les migrants qui venaient travailler, les ramoneurs savoyards, etc. La France avait besoin, Paris avait besoin de cette périphérie, de hinterland, qu'on dit aussi souvent, et inversement, le fait d'avoir une grande ville leur donnait des échanges, faisait vivre aussi un peu les provinces. Il y avait un lien extrêmement intime entre les centres et les périphéries. À Venise, vous aviez Venise orgueilleuse sur son île, et puis vous aviez ce qu'on appelle la terre ferme à Venise, qui servait quand même à nourrir Venise, physiquement, enfin, la bouffe, quoi. Et puis où les riches allaient aussi avoir leur maison de campagne, etc. Donc Venise et la terre ferme, c'est un modèle quasiment général. Et aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que dans beaucoup de villes du monde, au fond, ils peuvent se passer de leur périphérie géographique. Parce qu'il faut appel à un marché mondial. Alors le plus bel exemple de ça, parce qu'ils l'ont théorisé, c'est Singapour. Singapour, ils ont dit, attendez, nous on est dans la fédération malaise, qu'est-ce que ça nous rapporte? Pas mal d'ennuis. Singapour était très très pauvre, il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est une ville les plus riches du monde. 30-40 ans, on va dire. 40. Et ils sont, à un moment donné, ils ont dit, nous on sort de la fédération malaise, on va devenir une cité-État. C'est le retour à un modèle qui a été le modèle dominant, c'est-à-dire Florence, les villes flamandes, etc., une cité-État. On n'a pas besoin du tout des Malais, ils sont bien gentils, mais enfin c'est une charge plus qu'une ressource. Et nous, on est capable de travailler avec le reste du marché mondial. À partir du moment où le marché mondial est ouvert, vous pouvez, à partir d'une cité-État comme Singapour, avoir une stratégie et la contrôler. Alors Singapour, c'est absolument fascinant parce que c'est géré comme c'est une ville, un État qui est géré comme une entreprise, quoi, avec tout est régulé. C'est pas super démocratique, le moins qu'on puisse dire. En même temps, il y a eu un tel enrichissement que le gouvernement est relativement populaire, à part les mecs qui sont en prison, mais voilà, c'est un modèle aujourd'hui que des gens qui disent, au fond, ces périphéries aujourd'hui c'était des charges, c'était des ressources, aujourd'hui c'est des charges, puisqu'il y a on pourrait dire, il y a une espèce de marché mondial des périphéries. Les bonnes, on peut les faire venir, on n'a plus besoin de les faire venir de Bretagne, même des Philippines. On peut prendre tous les exemples comme ça. Les produits des matériaux de construction, ils ont un marché mondial ou régional, etc. Donc je pense qu'il faut bien voir, il y a cette concentration urbaine, et puis il y a une deuxième chose, alors ça, il y a peu de chercheurs qui mettent, c'est surtout moi qui mets ça en avant, mais c'est pas beaucoup d'écho. Il y a cette dissociation entre, au fond, ce système en archipel et le reste qui n'a plus vraiment les retombées et qui, au fond, n'est plus nécessaire, quoi. Et pour l'économie avancée, c'est encore plus frappant. Alors, on était dans une société, je vais peut-être terminer là-dessus parce que je suis vraiment très long. On était dans une société où on va dire, pour simplifier, les riches avaient besoin des pauvres. Ils avaient besoin pour la domesticité, ils avaient besoin qui bossent dans les usines, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que, vous voyez, en tout cas, les sociétés avancées peuvent se passer. Regardez ce qui s'est passé dans beaucoup de banlieues. C'était des banlieues qui étaient indispensables au fonctionnement de la ville parce que c'était là qu'il y avait travail dans le monde. Aujourd'hui, quelque part, si on fait cette expérience de fiction peut-être un peu absurde, mais
on a l'impression que Paris-Centre pourrait se passer de sa banlieue. Hein. Parce que finalement, enfin je caricature, je suis un fervent défenseur du Grand Paris, etc. Mais quelque part, vous voyez, il n'y a plus le même besoin. Et donc on avait des... On peut dire aussi qu'on avait des périphéries moins riches mais incluses, et puis aujourd'hui elles sont... bon, ben voilà. Alors il y a une très grande différence de ce point de vue-là, il faut bien en être conscient, entre des pays comme la Russie, que j'ai parlé à l'instant, ou Singapour, etc. Singapour, ils construisent beaucoup. C'est très simple, hein, ils ont des quartiers indiens. D'ailleurs, ils sont très correctement traités, hein, c'est pas l'esclavage comme à Dubaï ou ailleurs, où les mecs meurent d'insolation parce qu'ils bossent à 50 à l'ombre. Je ne crois pas que ce soit le cas à Singapour, en tout cas, ils sont correctement logés, etc. Ils ont des contrats de travail en bonne uniforme, je ne crois pas qu'ils soient syndiqués, il ne faut quand même pas exagérer, mais ils viennent un peu avec leur famille, mais ils viennent en CDD, quoi. Voilà, on a besoin de vous, il y a un circuit organisé, vous venez, puis vous êtes gentil, après vous partez chez vous. Hein. Aucune raison, vous n'avez pas la citoyenneté singapourienne, il n'y a aucune raison que vous vous installiez chez nous. Et tout à l'avenant. Donc vous voyez, c'est un modèle quand même extrêmement égoïste, mais qui fonctionne. Alors après, il y a une très grande différence entre ces pays-là et puis des pays comme la France, en gros l'Europe, la France, l'Allemagne, où ce qui maintient, qui évite ce scénario-là, c'est le fait que l'on a quand même encore un État redistributeur puissant. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est pas parce que les entreprises ferment quelque part, alors il y a des régions, les entreprises sont en très grande difficulté, les régions aussi, hein, mais il y a quand même de l'argent quand même qui continue à être injecté par le biais de la sécurité sociale, par le biais des allocations chômage, enfin, ça pourrait sûrement être mieux, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on a dans d'autres pays, où les centres sont florissants, et puis le reste est complètement à l'abandon. Et donc il y a une très grande différence entre sur ce sujet-là, entre les pays comme les nôtres. Heureusement, avant encore, mais on n'est pas nombreux dans le monde à avoir cette capacité de redistribution sociale, même si certains trouvent qu'elle est un peu écornée, elle est quand même réelle et importante. Enfin, les travaux d'un collègue économiste qui s'appelle Laurent Davy, qu'on entend souvent à la radio en ce moment, parce qu'il a écrit un bouquin là qui fait beaucoup d'un peu de bruit, il explique quand même qu'il y a une partie importante des territoires en France qui marche uniquement à la redistribution, qui marche par les emplois publics, qui marche par les salaires que les Parisiens ou les gens des grandes villes qui ont de l'argent dépensent dans leur territoire, qui marche par le tourisme, etc., qui n'ont pas de base productive. Hein. D'ailleurs, les régions qui marchent le mieux en France, du point de vue démographique, sont les régions du Sud, qui n'ont pratiquement pas de base productive. Et donc c'est un système de redistribution. Si on était en Russie, si on était même aux États-Unis ou même au Japon, ce ne serait pas comme ça. Donc il faut être conscient de ça, même si évidemment tout n'est pas. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été déjà, je pense, j'avais droit à... Oui, j'ai parlé plus d'une heure et je pense que vous devez être lassés. Voilà, et donc j'attends vos questions. Quelques mots quand même sur Paris-Saclay, non? Bah, si vous voulez, mais... je ne sais pas ce qu'on pense dans l'Assemblée, mais que... Paris-Saclay, oui. Paris-Saclay, c'est un projet... comment dire? C'est un projet qui a plusieurs facettes. Hein. Il y a, ça se passe essentiellement sur la frange sud du plateau de Saclay, hein, c'est-à-dire au-dessus de la vallée il n'y a pas les eaux, enfin les villes de la vallée, c'est pas les eaux, Bure, Gif... on va vers la vallée de Chevreuse. Bon, il se trouve qu'il y a là, depuis les années 50, en fait, progressivement, beaucoup d'écoles, d'institutions de recherche, etc., se sont concentrées là, hein, pour des raisons qui sont toujours les mêmes. En gros, ils ne pouvaient plus se développer dans Paris, et qu'ils cherchaient un endroit un peu calme. La première implantation importante qui s'est faite, c'est le CEA, avec le Joliot-Curie, dans les années 50, où première fois un grand centre de recherche à taille industrielle sur l'énergie nucléaire, Pacifique à l'époque,
bon, c'est implanté sur le plateau de Saclay parce que c'était pas trop loin de Paris, qu'il y avait de la place et que la taupe, ça faisait très peur aux gens. Et donc là, sur le plateau de Saclay, il y a quelques agriculteurs qui ont fortement crié, ils avaient très peur, mais bon, ils n'ont pas pesé d'un poids suffisant pour faire avorter le projet. Voilà. Après, il y a eu les écoles, il y a eu le CPLEC, il y a eu Polytechnique, il y a eu HEC, etc. Et jusqu'à une date récente, tous ces braves gens, l'université aussi, qui est dans la vallée, l'université d'Orsay, et jusqu'à une date récente, ces braves gens ont travaillé sans se parler vraiment. Les chercheurs, évidemment, se parlaient, mais les institutions se parlaient. Et donc, le premier aspect du projet de Paris-Saclay, c'est de fédérer un peu ces énergies. Paris, le Grand Paris, hein, si on prend l'ensemble de l'agglomération parisienne, c'est la première ville universitaire du monde. Personne ne le sait, hein, mais si on prend un indicateur comme le nombre d'enseignants-chercheurs, par exemple, là, on prend des indicateurs. Si on prend les prix Nobel, c'est pas mal, mais c'est pas mal quand même. Hein. Il n'y a pas énormément de villes où il y a autant de prix Nobel qu'à Paris. Grand Paris, hein, parce qu'on est à Saclay. Il y a... c'est moins que certaines universités américaines, mais dans les universités américaines, ils les font venir du reste du monde. Quoi. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. Et donc, on a donc un potentiel scientifique et universitaire exceptionnel à l'échelle mondiale, et personne ne le sait parce que c'est incroyablement fragmenté. Voilà. Donc, je parlais tout à l'heure des Chinois qui ont étudié aux États-Unis. Ils connaissent tous, quasiment en naissant, hein, dans le fin fond de la Chine, l'université de Harvard, le Massachusetts Institute of Technology, Stanford sur la côte ouest, etc. Ce sont des marques, il faut se rendre compte que c'est des marques mondiales qui font rêver les jeunes. Paris, la seule marque qui est connue à Paris, c'est la Sorbonne. Hein. Et malheureusement, quand la Sorbonne, c'est pas une université, aujourd'hui c'est 3 ou 4 universités, puis quand vous allez dans les locaux de la Sorbonne, c'est un bazar quand même terrible, parce qu'ils n'ont pas d'une université à l'autre, enfin, il faut un guide pour s'y retrouver, enfin, les étudiants étrangers sont totalement perdus, en plus ils ne sont pas logés, il faut qu'ils se démerdent, enfin, on joue incroyablement mal cette carte. Donc voilà, Saclay, ça fait partie d'un processus, on essaie de mieux jouer cette carte, et il y a eu une décision récente, un petit peu poussée, enfin il a fallu un peu violer les institutions, on va dire, pour dire on va faire ici une université qui s'appellera l'université de Paris-Saclay. Paris, bien sûr, parce que la marque c'est Paris quand même dans le monde, et l'université de Paris-Saclay, cette université sera la première de France, sans aucun doute, et puis dans les 20 premières universités mondiales. Voilà, donc ça c'est le premier volet du projet. Ça, c'est pas le volet dont je m'occupe directement, mais enfin, je suis impliqué quand même assez fortement là-dedans. Dans cette université, vous avez l'université de Paris-Sud, bien sûr, vous avez l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous avez Polytechnique, Centrale, Supélec, Télécom. Donc c'est quand même impressionnant. Et bon, moi, il y a 3 ans, vous m'auriez dit on va arriver à ça, j'aurais pas parié un copec, hein, parce que je connais trop les traditions chacun chez soi. Je ne dis pas qu'elles ont disparu pendant chaque temps. Il y a rien de nouveau. Le deuxième sujet, j'abrège ma réponse, c'est qu'il y a aussi un potentiel industriel très important, avec quelque chose qui est quand même qui n'est pas particulier à la France, et encore moins à Saclay, mais qui contraste avec ce qu'on voit dans d'autres régions du monde, qui est que entre les industriels et la recherche publique, ils se parlent quand même assez peu. Il y a une espèce de méfiance réciproque, ancienne, qui est que les chercheurs disent oh là là, je vais me vendre au grand capital, etc. Et puis inversement, les entreprises, vous savez, le mai 68 a laissé des traces, ils disaient les chercheurs c'est des trublions, c'est des gauchistes. Donc il y a ce mur de méfiance, il est quand même très largement, aujourd'hui, il existe beaucoup moins. Et évidemment, il y a énormément de choses qui peuvent se produire si les gens travaillent plus ensemble. Quoi. Il ne s'agit pas de vassaliser les uns par rapport aux autres, c'est simplement travailler ensemble. Ce que font les Allemands, ce que font les Hollandais, ce que font les Anglais, ce que font les Américains, ce que font les Chinois. Qu'on fait quand même très peu en France. Vous avez à Saclay un nombre incroyable de physiciens brillantissimes qui n'ont aucun carnet d'adresse dans l'industrie. Vous avez des exceptions, quelqu'un comme Pierre-Gilles de Gênes, par exemple, célèbre après son prix Nobel, énormément de liens avec le monde de l'industrie. Hein.
Et il disait que ça l'aidait aussi beaucoup pour les problèmes de recherche, quoi. C'est pas, il faut arrêter de penser qu'il y a la recherche fondamentale d'un côté et la recherche appliquée de l'autre. Il y a de la recherche fondamentale sans application, mais les deux sont très mélangés. Donc ça, c'est le deuxième sujet, donc on essaie aussi de promouvoir. Et puis, il y a assez peu de nouvelles créations d'entreprises. Ça, c'est un problème de l'Europe de manière générale. On prend les grandes entreprises mondiales. Regardez, moi je vous ai parlé d'Apple, je vous ai parlé de boîtes comme ça. Il faut reconnaître, elles sont toutes américaines, quoi. Et nous, on a regardé les Saint-Gobain, etc. C'est très bien. Enfin, Saint-Gobain, ça date du XVIIe siècle, donc c'est une longévité, c'est formidable. On n'a pas créé, vous regardez la carte, on n'a pas toutes ces nouvelles entreprises. Il n'y en a pratiquement aucune qui s'est créée en Europe. Les entreprises d'informatique, on a je pense, parmi les meilleurs informaticiens du monde, on n'a pas réussi à créer, on a d'excellents centres de recherche, comme l'INRIA ou d'autres, bon, on n'a jamais vraiment réussi à créer au niveau mondial des grandes entreprises. Donc il y a une espèce de plafond qui fait qu'on n'arrive pas à décoller, quoi. C'est pas un problème de Saclay, mais enfin, c'est aussi un des problèmes qu'on a à résoudre. Puis le troisième sujet dont je m'occupe plus particulièrement, qui est très pratique, ce sud du plateau de Saclay aujourd'hui est en déficit de ménagement de manière dramatique, il n'y a pas de transport, il y a le camp voiture, et donc on s'est battu beaucoup pour avoir un bout de métro. Le Premier ministre a dit qu'on aurait un bout de métro, il est plus que nécessaire, surtout qu'il y a des nouveaux qui arrivent, et puis on va aussi faire, sur une frange très limitée, alors il y a des gens qui nous disent que c'est un scandale, vous prenez des terres agricoles. C'est faux, enfin, on prend très très peu de terres agricoles, beaucoup moins que les golfs et les lotissements, mais on est un peu dans le collimateur de certains. Voilà. Et donc, on va aussi faire des logements de façon à ce que les gens puissent un peu habiter sur place, qu'il y ait des bistrots. Voilà. Alors, le projet a été fortement soutenu par Sarkozy. Bon, il est soutenu aujourd'hui par la gauche sans aucun état d'âme. Voilà. Et puis moi j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs fois des hautes personnalités, on va dire, sur le plateau de Saclay, allant du président de la République au Premier ministre. La question qu'il pose, c'est quand est-ce que vous estimez que votre truc est gagné, le pari? Il y a deux critères. Le jour où les petits Chinois, Indonésiens, Sénégalais, Sud-Africains, Américains, pourquoi pas, font autant la queue pour s'inscrire à l'université de Paris-Saclay qu'ils le font aujourd'hui pour s'inscrire dans une université américaine. C'est le premier critère. Et le deuxième, c'est le jour où il y a un bistrot qui s'ouvrira sans avoir besoin d'être subventionné. Où les gens pourront aller prendre un pot à la sortie de l'eau. Pour ça, il faut un peu de gens. Ça nous amène un peu loin de notre sujet, mais c'est pas complètement, parce que ça fait partie de cette fonction de... Après, on a ce débat pour savoir, on nous dit, votre truc c'est bien, mais c'est terriblement élitiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est élitiste, parce que, encore que l'université de Paris-Sud, elle est comme les autres universités, elle reçoit les gens sans élection. Et que les grandes universités mondiales, elles sont élitistes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La science, c'est une compétition aussi. Et que, je pense que l'idée qu'on ait des grandes universités de recherche qui soient dans le jeu mondial et d'autres qui soient plus locales, je veux dire, c'est simplement du bon sens, quoi. Et il y a des gens pour qui c'est... Dans l'égalité française, c'est un peu difficile à entendre. Donc, par exemple, pour être très concret, la région Île-de-France a un peu de mal à suivre sur le projet de Saclay parce qu'il trouve qu'il est trop... il parle trop d'excellence. C'est un mot qui donne des boutons aussi, mais enfin, c'est quand même comme ça, quoi. Vous dites ça des Américains, et les Allemands disent, de quoi vous parlez, quoi. Ils ne comprennent pas. C'est ce qui fait notre charme français. C'est qu'on dit des choses que les autres ne comprennent pas. Et puis, parfois à juste titre, parce qu'il ne faut pas non plus dire modèle américain, non, c'est pas ça. Oui, je me posais. J'avais une petite question à vous poser. Vous parlez d'une concentration dans les villes de façon plus importante au niveau mondial. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi un problème qui peut ressurgir dans
le futur concernant pour l'alimentation au niveau mondial, quoi, au niveau des repas, au niveau des légumes, au niveau du bétail. C'est une question qui se pose, hein, parce que je ne vais pas parler de la France, quoi, ou très peu. Hein, on n'a pas le temps, j'ai été trop bavard. Mais en France, ce qu'on peut dire, c'est qu'en quelques mots, on a connu un processus de métropolisation très fort, hein, qui dans un premier temps était très concentré sur l'Île-de-France. C'est-à-dire que dans les années 80, c'est l'Île-de-France qui a tiré un peu la croissance française. Après, l'Île-de-France aujourd'hui va nettement moins bien, mais ce qui marche bien aujourd'hui, c'est les grandes villes de province, hein, Nantes, Rennes, et même dans la crise. Hein, Davy a fait paraître dans le Monde il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines une carte qui montre que dans la crise aujourd'hui, les territoires qui s'en sortent, c'est les grandes villes, et notamment les grandes villes de province. Lyon qui marche très bien. Voilà. Alors après, puis du reste, il y a des régions qui sont assez globalement un peu en déshérence. C'est en gros les régions qui vont des Ardennes au plateau de Langres. Là, vous voyez, hein, sur l'Est, là vous avez les régions aussi où les guerres mondiales, enfin tout ça, laissé des traces. C'est des régions aujourd'hui qui n'ont pas pas très bien quel est leur avenir, hein, très franchement. Mais vous avez tout le reste du pays où, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a plus du tout de désertification rurale, même dans le Massif central, il y a des petits coins, etc. Mais enfin, globalement, aujourd'hui, la démographie est positive partout. Globalement, entre le rural et l'urbain, si on fait les comparaisons, c'est pas vraiment beaucoup différent dans les revenus. Parfois même les zones rurales sont un peu plus riches que les zones urbaines, etc. Par contre, on a des phénomènes de périphérie, mais qui sont beaucoup plus éclatés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la France qui fonctionne très mal, mais on ne peut pas la traduire, vous voyez, facilement sur les cartes. Ça, c'est une grande difficulté. Les gens continuent à dire qu'il y a les métropoles tirent toute la croissance et du coup le reste va mal. C'est faux. On ne peut pas dire ça. Prenez des régions, beaucoup de régions rurales vont plutôt bien, mais vous avez dans les métropoles des zones qui vont très mal, et vous avez dans les grandes zones périurbaines ou les zones rurales, des bouts qui vont très mal. Avec, donc on a une espèce de fragmentation qui fait que la carte aujourd'hui, regardez la difficulté qu'a le ministre de la Ville, par exemple, pour faire une bonne carte des quartiers. D'abord, ils ont compris une chose, c'est que, c'est le maire de Palaiseau, hein, le ministre de la Ville actuellement, il a compris une chose, c'est que les quartiers difficiles ne sont pas seulement les quartiers des villes, hein, les quartiers à fort taux d'immigrés, etc. Il y a ça, bien sûr, mais c'est peut-être plus encore un certain nombre de quartiers qui sont dans la grande périphérie, ou en province, ou en dehors des villes, avec des lotissements où les gens sont quand même vraiment pas très bien. Et où le niveau de pauvreté, de précarité est grand. Mais c'est très difficile de faire cette carte. Parce qu'on a aujourd'hui, on a quand même un peu de France, avec une France métropolitaine qui va plutôt bien, sur laquelle les gouvernements successifs ont un discours positif, et puis une France qui va, si vous prenez même la Bretagne, hein, la Bretagne globalement va pas mal, hein, franchement, sur les chiffres. Il y a des endroits qui vont très très bien en Bretagne, à Laval par exemple, Laval, après vous avez... Donc, les inégalités, les phénomènes de périphérisation sont très difficiles à dire. Alors, j'ai pas répondu à la question. Non, c'est pas une chose. Je n'avais pas du tout répondu à la question. Non, c'était quoi la question? La question, c'était est-ce qu'on pourra nourrir le monde? Alors ça, c'est une autre conférence. J'ai des noms à vous donner. Hein. Il y a d'excellents conférenciers sur ce sujet. C'est un vrai sujet. L'équation alimentaire mondiale est tendue, hein, surtout pour l'Asie. C'est-à-dire que c'est surtout l'Asie qui va avoir du mal un peu à nourrir ces grandes villes. Alors on nous parle beaucoup des circuits courts et tout ça. C'est très bien, hein. Moi je suis favorable aux circuits courts, mais il faut savoir que ça a toujours été relativement marginal. Hein. Au moins depuis le Moyen-Âge, Paris ne se nourrit plus simplement à partir de sa périphérie. Hein. Moi, quand j'entends certains qui m'expliquent que maintenant Paris doit se nourrir à partir du plateau de Saclay, je dis ça fait 4 siècles que c'est pas comme ça. Et on n'y arrivera pas, quoi. Ou alors il va falloir sérieusement se serrer la ceinture. Hein. Non, ça c'est pas raisonnable. Donc on a ces problèmes, mais c'est un sujet extrêmement discuté. Il y a des gens qui disent au fond il n'y a pas vraiment de problème parce que la technologie. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu, il y a eu ce qu'on appelait la révolution verte.
qui en Inde notamment a permis des améliorations absolument spectaculaires. Bon, aujourd'hui, certains parlent disent que la révolution verte a un peu épuisé ses effets parce qu'elle votait dans le creux de l'agriculture productiviste, engrais, etc. Il faut inventer de nouvelles formes d'agriculture, c'est un sujet très passionnant. J'ai d'excellents conférenciers à vous proposer sur ce sujet-là. C'est une piste à creuser, alors. Je parle de la révolution doublement verte, c'est l'agriculture écologique, et ça c'est extrêmement intéressant. J'avais une autre question, c'était donc la mondialisation, d'accord, mais il y a beaucoup de laissés pour compte aussi dans cette mondialisation. Je crois l'avoir dit. Oui, vous l'avez dit, mais justement. Je crois l'avoir dit. Il y a une concentration aussi des capitaux par un petit nombre de possédants. C'est comme. Oui, ça, il y a pas la répartition ne se fait pas de façon. C'est un sujet que je n'ai pas abordé. C'est surtout vrai. Enfin, évidemment, dans les pays. Le retour sur investissement pour le peuple, il ne se fait pas toujours. J'ai surtout. J'ai parlé. Bon, dans les pays neufs, évidemment, c'est très inégalitaire. Quoique, il y a des pays où les inégalités diminuent plutôt. Au Brésil, en ce moment, elles diminuent. Ce qui est très spectaculaire, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, ce qui est spectaculaire, c'est les États-Unis. Les États-Unis, si vous prenez la courbe de répartition de la richesse dans la population, il y a eu l'époque de ce qu'on appelait les Gilded Age, la grande époque des grands manias de l'industrie américaine, les parents voleurs, comme on les appelait, tous ces gens qui, en fait, après, ont légué leur fortune pour faire des universités, pour se racheter de leurs péchés. Et après, l'Amérique a connu une phase de relative démocratisation quand même, justement dans les années 50-60, où la courbe des inégalités s'est beaucoup aplatie. Et depuis quelques années maintenant, on a un retour spectaculaire, c'est-à-dire que la part, pour deux raisons, ça s'est concentré sur quelques professions. D'abord la finance, la part que les gens de la finance se sont attribués dans la répartition de la création de la valeur aux États-Unis est absolument démente. Mais pas seulement, vous avez aussi les gens de la high-tech, qui ont les salaires, enfin les niveaux de vie, par exemple, dans la Silicon Valley, sont très riches, énormément de gens très riches. Vous avez les médecins, vous avez beaucoup de catégories, et qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête ici, mais le 1% aux États-Unis est le mieux payé. On est dans une structure de revenus aux États-Unis. C'est encore pire si on ajoute les patrimoines, qui ressemble plutôt à celle du Brésil ou du Honduras qu'à un pays développé. Et donc ça c'est quand même un grand sujet de préoccupation. On est assez loin de ça en Europe, même si là aussi, évidemment, les inégalités, ce sont la part des plus riches, c'est un peu élevé. Mais c'est pas comparable du tout à ce qu'on a aux États-Unis. Et certains disent qu'il y a un double effet là, de la finance, c'est vrai. Alors en Angleterre, c'est difficile, je ne sais plus si ça existe encore en Angleterre. C'est assez fascinant. Londres, qui est une métropole mondiale, ville globale. C'est incroyable quand vous allez à Londres de rencontrer les responsables. C'est pas du tout le même discours qu'à Paris. C'est un discours extrêmement agressif, offensif. On est une ville globale et effectivement ils se vivent comme une espèce de ville globale, très multiculturelle, extrêmement avec beaucoup de pauvreté, mais aussi énormément de gens extrêmement riches, un marché de vie incroyable. Et ils se foutent complètement de ce qui se passe dans le reste de l'Angleterre. Et alors là, il y a la terre brûlée, enfin vous allez dans le nord de l'Angleterre, c'est vraiment Glasgow, tout ça, c'est une désolation. Enfin, on n'imagine pas ça en France. C'est pire qu'au pire moment du Thatcherisme. Bon voilà, c'est un peu. J'ai parlé de Singapour tout à l'heure. Quelque part, Londres, c'est un peu le Singapour de l'Europe ici. Et les gouvernements, qu'ils aient de droite et de gauche, ont toujours été très liés en fait à Londres, à la City, au milieu de la finance, etc. Donc c'est autre chose. Ouais. Une dernière question. Oui, parce qu'après, vous avez votre taxi qui vous attend. Oui, il est arrivé au taxi. Je peux faire attendre un peu, mais pas trop, parce qu'il va m'engueuler. Très rapidement, monsieur, quels sont les pays, à l'heure actuelle, les pays pauvres où la main-d'œuvre n'a pas encore été utilisée, exploitée entre guillemets, par les grands groupes industriels? Oh, ben, il y en a. Parce que madame citait l'Éthiopie, là, il y a. Bah oui, l'Éthiopie, encore en Éthiopie, maintenant, on me dit qu'il commence à y avoir. Vous savez, on parlait de l'agriculture tout à l'heure.
Le phénomène de fond, c'est que l'agriculture est une industrie qui s'est mondialisée, avec les achats massifs de terres, les Asiatiques qui savent qu'ils ont un problème de situation alimentaire, acheter massivement des terres en Afrique notamment, à Madagascar et ailleurs, et là font des exploitations modernes avec des quasiment inépuisables. Ce qu'on disait aussi de la Chine, c'est-à-dire que la pression sur le niveau des salaires reste très importante parce qu'il y a, comme disait un vieux barbu de longtemps, une armée de réserve gigantesque. Voilà. Et ce qu'on ne parle pas, et c'est très tabou, c'est la nativité. Si on parle de la natalité, le phénomène sur la natalité, là je ne suis pas un spécialiste non plus, c'est que ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le passage à un régime démographique qui est en gros celui qu'on a chez nous depuis maintenant quand même assez longtemps, avec une faible mortalité, une relativement faible natalité. Je pense que c'est aussi une appel. Ah ouais. C'est mon portable. C'est en train de se généraliser à une vitesse qu'on n'avait pas du tout prévue. Au Maroc, les femmes ont pratiquement aussi peu d'enfants maintenant que chez nous. Merci beaucoup.